Combien de morts lors de cette bataille de Vauquois pour un simple village? Combien de morts lors de la bataille de Bois-le-Prêtre, dont un caporal a filmé clandestinement ces images? Accumulation sans fin de cadavres. 7000 Français, 7000 Allemands, massacrés pour la possession d'une forêt qui ne changera rien au cours de la guerre. Ce que voit d'abord Edith Wharton quand elle quitte Paris en direction de l'Est, ce sont ces villages sans vie, les traces de l'invasion allemande. Des ruines et parfois même un amas de cendres et de gravats où l'on ne distingue même plus l'emplacement des maisons. À Auve, petit village de l'Aisne rasé par les Allemands, Edith Wharton ressent un choc immense. Elle écrit qu'elle est hantée par les angoisses, les terreurs, les déracinements qu'entraîne la destruction d'un village. Avec 3,7 millions d'hommes mobilisés, c'est toute la vie économique du pays qui s'interrompt. Les ateliers ont baissé le rideau, les usines ne tournent plus qu'au ralenti, et bientôt la moitié d'entre elles seront fermées. Les champs sont désormais déserts. Comment nourrir les Français si personne ne termine les moissons? C'est aux femmes des campagnes que le président du Conseil, le socialiste Viviani, lance le 7 août un vibrant appel. Debout, femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils de la patrie. Remplacez sur le champ du travail ceux qui sont sur le champ de bataille. Préparez-vous à leur montrer demain la terre cultivée, les récoltes rentrées, les champs ensemencés. Il n'y a pas dans ces heures graves de labeur infime. Tout est grand qui sert dans le pays. Debout, à l'action. Il y aura demain de la gloire pour tout le monde. Des millions de femmes des campagnes doivent se mettre au travail dans des conditions difficiles. Les paysannes ramassent les foins, labourent, sauvent les récoltes. La simple charrue, l'arrière et son manche sont faits pour les hommes. Le manche est bien trop haut pour les femmes. À chaque sillon, dès que l'apprentie laboureuse rencontre une pierre, le manche revient violemment dans la poitrine ou le visage. C'est un véritable calvaire. Plus de mari ou de père. Plus de travail pour les ouvrières puisque les usines ferment, donc plus d'argent. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Dans l'insouciance de leur jeunesse, ils ne mesurent pas à quel point l'absence et le manque de père seront traumatisants. Des milliers de femmes basculent dans la pauvreté malgré l'indemnité journalière que le gouvernement met en place dans l'urgence. Bien insuffisante pour faire vivre une famille. Car la misère, c'est aussi celle de ces milliers de femmes, d'enfants, de vieillards qui ont fui la Belgique face à l'avancée allemande. Carrioles hétéroclites dans lesquelles on a glissé quelques affaires sauvées du désastre. Bientôt, ces désœuvrés de Wallonie seront rejoints par 150 000 Français du Nord, qui tentent eux aussi d'échapper au combat. À Paris, ces réfugiés sont installés au cirque d'hiver, dans la salle Wagram, au cinéma Raspail, ou encore au séminaire de Saint-Sulpice. Edith Wharton est bouleversée par ce flot soudain qui surgit dans la capitale. Pour Edith, ces visages reconnaissables entre mille sont inoubliables. Elle voit dans leurs yeux une horreur où se lit le reflet des flammes et des ruines.
des yeux à jamais hantés, comme elle l'écrit, par ces ténèbres chargées de sang qui se sont abattues brusquement sur eux. Alors Edith choisit de mettre toute son énergie au service de ces damnés de la guerre. Elle crée les American Hostels for Refugees, qui accueilleront bientôt plus de 9000 de ces réfugiés belges et français. Edith Wharton, sans le savoir, est en train d'inventer l'action humanitaire moderne. Il est désormais impératif d'organiser l'arrière, de faire repartir l'activité économique. Une seule solution, demander aux femmes de remplacer les hommes. Mais dans l'esprit des gouvernants, il ne s'agit bien sûr que d'un intérim. Et pour ne pas angoisser des soldats qui s'inquiéteraient de ne pas retrouver leur poste, on décide dans un premier temps de remplacer les employés de l'administration par un membre de leur famille. Une épouse, une sœur, une fille ont ainsi la priorité car elles céderont naturellement leur place au retour du chef de famille. Mais bientôt la mesure est insuffisante. Dans les tramways, les femmes, malgré l'hostilité des syndicats, sont autorisées dès 1915 à devenir contrôleuses. Leur calot sur la tête, la sacoche en bandoulière. Quelques-unes deviennent même conductrices d'omnibus. Et au grand étonnement de leur direction, elles ne causent pas plus d'accidents que les hommes, malgré, comme on l'écrivait, l'insuffisance des moyens physiques des femmes et la faiblesse de leurs nerfs. Peu à peu, le paysage urbain change. Au PTT, 11 000 femmes viennent bientôt remplacer 18 000 mobilisées et deviennent trieuses, télégraphistes, releveuses et agents de bureau. À Paris, les agents féminins des PTT ont beaucoup de succès avec leurs blouses bleues serrées à la taille et un canotier en toile cirée rehaussé d'une cocarde tricolore. Sur les trottoirs, aux terrasses des bistrots, les vendeurs de journaux sont devenus des vendeuses, les garçons de café, les jeunes filles. Avec la guerre qui dure, la France manque cruellement de munitions. Comment faire la guerre sans camions, sans canons et surtout sans obus? Au fil des mois, le gouvernement va donc inciter puis obliger les entreprises à multiplier le nombre de femmes employées dans les usines de guerre, au point de forcer la main d'industriels réticents qui n'imaginent pas les femmes capables de remplacer leurs ouvriers. Ainsi vont naître les munitionnettes, ces ouvrières sans qualification qui vont fabriquer des munitions pour l'armée française. Une aubaine pour certains entrepreneurs qui vont pouvoir sous-payer cette main-d'œuvre. Mais c'est une chance aussi pour ces femmes sans ressources qui trouvent là le moyen de survivre et de nourrir leur famille. À Paris, c'est dans une usine Citroën flambant neuve que les candidates cherchent à se faire embaucher en priorité. André Citroën, jeune industriel qui n'a pas encore eu l'idée de fabriquer des automobiles, a compris que les munitionnettes étaient indispensables à la réussite de son usine d'armement. Citroën sait que des employés choyés et en forme seront plus productives. Il est ainsi le premier à ouvrir dans son usine une pouponnière qui permet aux mères seules de venir travailler. Les ouvrières ont aussi le droit à des consultations gratuites chez le gynécologue ou le dentiste. Et quand partout le rationnement est la règle,
les munitionnettes Citroën mangent particulièrement bien dans une cantine futuriste saluée par le ministre de l'Armement, Albert Thomas. Au plus fort de la production, les munitionnettes seront 400 000 en France. À Berlin, l'Union sacrée allemande implique l'engagement de toutes les femmes. Éternelle munitionnette mise en avant par la propagande.